Allez, bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je sais pas si ça fait pro la casquette, à l'envers, pas à l'envers. Je sais pas. Dites-le en commentaire si ça vous plaît ou pas. Bref, je suis dans un appartement que je vais mettre bientôt en location quand le mensuel sera passé et quand les compteurs individuels d'électricité seront finis. Donc là, on a le tableau en attente et on a le carottage d'arrivée en attente pour les mensuels, pour, euh, pour le sous-traitant d'Inedis qui va venir poser le câble dans la gaine, le câble qui va avec un câble sur lequel est posé le compteur Linky à l'intérieur de l'appartement. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo un peu plus tard. Si ça vous intéresse, vous faites like et puis vous mettez en favori et puis vous la verrez dès qu'elle sera tournée. Voilà, bon, c'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est les moyens de chauffage dans un appartement et notamment quand vous êtes comme moi, bailleur ou investisseur immobilier. Donc j'aime faire les choses comme je les ferais chez moi. Maintenant, dans ces investissements-là, dans ces appartements-là, on va chercher peut-être autre chose que ce qu'on va forcément faire chez soi. Et on va chercher vraiment une simplicité d'utilisation et de maintenance. Voilà. Donc quand vous choisissez votre système de chauffage, vous choisissez d'abord une énergie. Donc cette énergie, ça peut être le gaz. Donc ici, on pourrait mettre du gaz, puisqu'il y a l'arrivée de gaz. Ça impliquerait de mettre une chaudière tampon, une chaudière murale, parce qu'il faut de la place. Comme toute installation qui utilise un combustible interne, il faut faire une évacuation qui doit être dans les normes, qui doit être vérifiée annuellement, qui impose beaucoup de choses. Donc dans notre cas, pour faire du locatif, je ne suis pas fan de ce process-là. Le fuel aujourd'hui c'est prohibé, donc c'est réglé, c'est prohibé par l'État, et puis de toute façon c'est plus d'actualité. Il nous reste l'énergie électrique ou le bois. Alors, le bois, c'est les mêmes problèmes dans un appartement. On va mettre un poêle à bois avec, donc il faut faire une évacuation, il faut qu'elle soit faite par un professionnel dans les normes, il faut qu'elle soit vérifiée, ramonée, il faut que le locataire gère son bois, il lui faut un endroit pour le stocker, il faut qu'il le balade. Ça complique beaucoup de choses, suivant s'il l'utilise bien ou pas, ça va bistrer ou pas. Je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose de très adaptable pour un appartement en location. Et pareil pour le pellet, sur la même dynamique, il faut stocker les stacks, ou alors il faut acheter les stacks au fur et à mesure. C'est un peu plus simple que le bois. Il faut quand même de l'électricité, il faut quand même mettre en place un système d'évacuation des fumées, il faut quand même pouvoir justifier d'une maintenance annuelle ou biannuelle, ou je ne sais pas, enfin, il faut pouvoir justifier de l'entretien de tout ça, pour les assurances et puis pour la sécurité de tout le monde. Hein. Parce qu'il faut aussi savoir qu'on est un peu responsable de tout, donc si vous foutez des gens dans un appartement qui prend feu, à un moment donné, on va quand même vous demander des comptes. Voilà. Donc il nous reste l'énergie électrique, et ça c'est quand même un peu ce qu'il y a de plus simple aujourd'hui, et puis c'est quand même un peu ce qui est primé. Donc après, en énergie électrique, vous avez aussi plusieurs choix. Vous avez le plancher chauffant électrique, donc c'est une résistance chauffante qui couvre la surface du sol, qui chauffe lentement votre sol, et votre sol vous restitue cette chaleur sur les pieds et puis dans le reste de votre appartement, puisque ça va monter. L'inconvénient, c'est que c'est cher. C'est cher et pas cher. C'est cher, je trouve ça cher par rapport au gain énergétique que ça va faire. Je vais vous expliquer après pourquoi, parce que je vais venir à la pompe à chaleur. Mais il y a deux manières électriquement de fournir de l'énergie, de fournir de la chaleur, pardon. La première, c'est par une résistance. Donc, pour ceux qui connaissent le système de fonctionnement, c'est le fonctionnement du grille-pain, c'est le fonctionnement d'un tube plongeur, d'un radiateur sèche-serviette, c'est le fonctionnement d'un soufflant, c'est d'un chauffage soufflant, d'appoint, de tous les radiateurs d'appoint, d'huile, à masse, à pas masse, enfin voilà. En fait, c'est une résistance. Donc le courant passe dans un semi-conducteur, c'est du graphite en général, c'est comme de la mine de crayon, c'est un truc au carbone, dans lequel passe le courant. Il passe de manière où ça fait chauffer cette manière-là, puisqu'il passe de manière pas propre, on va dire, entre la jonction entre la phase et le neutre et la phase, je me souviens plus trop bien d'écouter mes cours de troisième, mais en tout cas, ça crée de la chaleur qu'on calcule en puissance, donc en puissance électrique. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces systèmes confondus marchent avec des résistances. Donc que ce soit des plaintes chauffantes, que ce soit des radiateurs à bain d'huile, des radiateurs à masse, des radiateurs qui chauffent juste l'air
électriquement, ce qu'on appelait les grippins dans les vieux appartements et les vieilles maisons. Mais tout ça, 1 kW injecté dans votre appartement, c'est 1 kW consommé électriquement. Donc chaque kilowatt est payant de même manière électrique. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez exactement ce que je veux dire, mais ce que je veux dire, c'est qu'à aucun moment, la chaleur apportée, le rendement, il est de 1, quoi. C'est la chaleur apportée, c'est la chaleur consommée. Voilà. Donc si vous mettez ça en plainte chauffante, par exemple, on dit que c'est économique, que c'est... Alors la plainte chauffante, elle a pour avantage que vous n'avez pas de radiateur au mur, et que la chaleur est diffuse sur toute votre pièce, donc sur toute la périphérie. Donc il n'y aura pas un endroit où vous aurez plus chaud que plus froid. Voilà, par rapport à un radiateur qui chauffe l'air, où l'air va être chauffé à travers de la résistance, elle va circuler naturellement, elle va chauffer votre air, et puis au bout d'un moment, tout sera chaud, et du coup votre thermostat va le couper, et puis voilà, vous allez le couper manuellement. Bon, c'est des choses qui coûtent très cher au niveau consommation d'énergie. Après, vous avez ces mêmes radiateurs, mais qui sont exactement le même principe, qui sont vendus bien plus cher, mais qui sont pas beaucoup mieux finalement, parce que c'est ces radiateurs à inertie. Donc c'est ce même procédé, le courant passe dans une résistance, il va chauffer une masse, et quand vous allez couper votre radiateur, cette masse, elle va continuer à diffuser la chaleur. Mais en fait, cette masse, le temps qu'elle chauffe, vous allez consommer de l'énergie et rien avoir en retour, puisque ça va chauffer cette masse. Donc c'est un peu du double tranchant en fait le truc. On a l'impression de faire des économies, on le vend beaucoup plus cher que le fameux grippin que vous mettez au mur là, mais je veux dire, on est toujours dans 1 pour 1. Donc 1 calorie balancé dans votre pièce, 1 kW balancé dans votre pièce de chauffage, c'est 1 kW d'électricité de consommée. Donc que ça le balance dans une pierre qui va vous le rendre quand vous aurez coupé votre chauffage encore pendant une demi-heure, le principe il est exactement le même. Et c'est pour ça que en fait, je pense qu'en fait c'est une grosse connerie. C'est juste des arguments commerciaux qui vous vendent ces radiateurs très chers. On peut gagner en confort parce que ça va être un peu plus long, un peu plus diffus. Parce que votre truc, vous serez à côté, vous n'aurez pas trop chaud. Et puis après, quand vous resterez après, vous n'aurez pas trop froid non plus parce que ça va continuer à le restituer. Mais le gain énergétique, clairement, il n'y en a pas. Et si vous avez une maison du type isolation extérieure, par exemple, bah, ça va chauffer la masse de votre maison. N'importe quel radiateur électrique va chauffer la masse de votre maison. Et cette masse va vous la restituer. Mais vous aurez aussi payé les calories qui ont été mises au départ pour mettre cette masse en chauffe. Voilà. Moi, dans tous mes appartements, j'ai une isolation intérieure. Donc, les masses ne chauffent pas. Par contre, la réactivité, elle est très très bonne. Donc, quand vous mettez un point de chauffage, ben, comme votre mur, il ne prend pas la chaleur, il ne prend pas le froid, mais par contre, il agit comme un écran, et du coup, vous chauffez l'air, et l'air qui est chauffé dans votre pièce, on peut rapidement la faire changer de température. Une fois que le volume d'air est chaud, bah, vous avez chaud. Une fois que le volume d'air est froid, bah, vous avez froid. Et c'est là où la pompe à chaleur RR, vu qu'elle souffle, vu qu'elle agit sur l'air, a une réactivité très rapide, et c'est là où c'est une des parts de la consommation qui va induire sur la consommation globale de votre système de chauffage. Alors, je ne sais pas si j'ai été hyper clair, mais voilà. La troisième solution, c'est la pompe à chaleur, comme je l'ai dit. Donc vous avez deux types. Vous avez un type RR, donc vous avez un caisson à l'extérieur qui prend les calories dans l'air, on va voir comment ça fonctionne, et qui les renvoie à l'intérieur de votre appartement. À l'intérieur de votre appartement en chauffant l'air. Vous avez la pompe à chaleur RO, donc qui prend les calories dans l'air et vous le met dans un espèce de gros ballon d'eau chaude. Donc c'est une espèce de poubelle en plastique où il y a un échange qui se forme entre les calories qui sont apportées de l'air extérieur dans cette eau qui est chauffée. Et ensuite cette eau elle est entre guillemets recirculée dans des serpentins ou dans vos radiateurs pour chauffer vos pièces. Voilà. Et la troisième catégorie, ça va être la pompe à chaleur OO. Donc ça, c'est en utilisant soit un serpentin fermé qui va dans la terre, qui va choper les calories de la terre. On sait que sous la terre, c'est moyenne 12 degrés toute l'année. Du coup, si notre serpentin est suffisamment long, on va récupérer la chaleur de cette terre pour la relancer soit en chaud, soit en froid, donc soit en rafraîchisseur l'été, soit en chauffage l'hiver. Dans notre maison, ou l'autre système, c'est d'aller pomper, si vous avez une nappe sous votre maison, d'aller pomper l'eau de cette nappe, de récupérer les calories de l'eau de cette nappe et de la réinjecter un peu plus loin dans la nappe pour récupérer les calories que vous avez, comme cette eau-là, elle est toujours comme la géothermie à une certaine température. Alors, les inconvénients de ces deux derniers procédés, c'est qu'en fait, les coûts d'installation sont très chers. Et ils sont peu réalisables personnellement. Voilà. Mettre des radiateurs électriques aujourd'hui, c'est facile à faire. Mettre des pompes à chaleur RR, je vais vous montrer que c'est pas si dur à faire.
installer d'autres moyens de chauffage. Le problème, c'est que, comme je vous l'ai dit, il faut absolument qu'il y ait une norme derrière et un suivi d'entretien et une facture. Du coup, ça peut être compliqué aussi. Bon, tout est faisable, hein, parce que moi, je pars du principe que si un homme est capable de le faire, moi, je suis capable aussi de le faire. Donc voilà, après, ça demande souvent des moyens et souvent de l'investissement. Donc moi, dans tout ça, ben, je me suis arrêté à faire une bonne isolation, à mettre des pompes à chaleur dans mes appartements, des pompes à chaleur de type RR, donc qui va faire profiter de mes locataires de la chaleur en hiver et du froid en été. Donc ils peuvent l'utiliser en clim. Donc gros avantage pour votre appartement et puis pour le confort du locataire. Pour sa facture aussi, puisque c'est relativement économique. Et dans les petites pièces, genre salle de bain ou toilette, bah, j'ai préféré mettre des petits convecteurs qu'on va utiliser vraiment quand on en a besoin, ou comme la surface est petite, ça chauffe très vite et ça suffit, et puis ça se met vite en arrêt quand on atteint la température. Le principal, le principal critère qu'il faut au départ, déjà, c'est avoir une isolation correcte. Et ensuite, on choisit son système de chauffage entre-temps. Donc là, par exemple, dans cette salle de bain, j'ai mis un système sèche-serviette où on peut régler minuteur. Donc c'est un simple convecteur, donc c'est une résistance qui est gérée par le petit boîtier là. Elle vient chauffer de la flotte qui est dans le radiateur là, et vient chauffer la salle de bain et puis pouvoir sécher vos serviettes facilement. Vous pouvez le mettre sur boost, il s'allume très rapidement, vous mettez votre serviette dessus, elle est vite chaude. En hiver, si vous l'allumez 10 minutes avant de prendre votre douche, ou alors vous programmez à vos heures de douche, ben vous avez chaud dans votre salle de bain ou dans votre petite pièce ou dans votre toilette, et puis ça permet pas de faire des économies, mais ça permet d'avoir un système qui est peu onéreux à l'achat et qui sert bien sa cause, quoi. Donc qui est efficace. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une pompe à chaleur RR, donc ce que j'ai installé, donc c'est ça, c'est ces caissons-là que vous voyez un peu partout. En fait, c'est des clims réversibles. Donc ça permet de faire de la climatisation en été, ça permet de faire du chauffage en hiver. Donc je le redis, ça pompe les calories de l'extérieur et ça vous les restitue à l'intérieur. Alors, comment ça fonctionne? Si vous prenez une bombe de chantilly, vous la videz entièrement, vous verrez que votre main, elle va être froide. Donc c'est quand vous allez décomprimer les gaz que vous allez créer du froid. Et en fait, c'est le principe de la pompe à chaleur. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand l'industriel qui a fabriqué votre bombe de chantilly l'a mise sous pression, ça a créé du chaud. Donc pour créer du froid, il faut créer du chaud. Donc vous allez imaginer un compresseur qui est dans votre module extérieur. Donc le module extérieur, je vais vous le mettre en photo là. Vous avez tous vu ces modules à l'extérieur. Vous imaginez qu'il y a une bombe à chantilly dedans et qu'il y a un compresseur qui la remplit. Donc vous décomprimez ces gaz en appuyant sur votre bombe à chantilly, ça sort, ça crée du froid. Du coup, ce froid, on vous le fait passer à l'intérieur et le compresseur, il va continuer à l'alimenter, mais lui va créer du chaud en comprimant les gaz. Donc si vous voulez du chaud, vous restituez le chaud à l'intérieur. Si vous voulez du froid, vous restituez le froid à l'intérieur. Voilà, ici je vous montre, on a un module extérieur. Donc vous avez toujours un module qui va à l'extérieur, un module qui va à l'intérieur. Vous avez des systèmes où vous pouvez mettre jusqu'à 3, 4, 5 modules intérieurs pour un seul module extérieur. Moi je vais me remettre à l'intérieur. Je fais un peu de pub pour la boutique du métallier en même temps. Ça c'est la terrasse de l'appartement. Pourquoi est-ce que j'ai mis un module extérieur par module intérieur? Alors déjà, je vais fermer la baie vitrée. Voilà, donc déjà moi j'ai choisi de mettre un module extérieur par module intérieur. Alors pourquoi? Alors la raison, pour moi, il y en a plusieurs. La première, c'est que pour le prix, c'est le même. Donc si vous mettez, on va dire, un combo clim nu, comme ça, d'une marque, moi j'ai monté des Samsung, vous avez les mêmes en Haier, vous avez les mêmes en Daikin, vous avez les mêmes en Ayrton, vous avez les mêmes, enfin un peu Mitsubishi, il y a plein de marques qui les font. Il y en a qui disent que Daikin c'est le top, l'autre ils vont dire que c'est trop cher pour ce que c'est, l'autre ils vont dire... C'est à peu près tous les mêmes prix, mais on va dire que nu pour une clim de 2500 watts, vous allez être dans les 580 €, module intérieur, module extérieur, pour un seul point de chauffage ou climatisation. Si vous mettez deux modules, donc deux caissons intérieurs avec un caisson extérieur, vous êtes au même prix en fait. Vous en aurez un dehors, mais comme il coûte 2 fois plus cher, vous aurez le même prix. Donc vous aurez pour 1200, 1160 €,
le module extérieur avec les deux modules intérieurs. Et pareil pour 3 et pareil pour 4. Alors, moi, je pars du principe que si un module extérieur qui tombe en panne, j'ai plus rien qui marche. Donc mon locataire, il va m'appeler après-demain, il va me dire il y a un module extérieur, il marche plus, ou il va me dire mon chauffage marche plus, et je vais lui dire ah ouais, le module extérieur. Et du coup, d'une, il aura plus rien, donc il aura plus de chauffage, il aura plus de clim, il faudra tout changer ou tout réparer. La première des choses, c'est qu'il aura plus rien, et la deuxième, c'est que le prix du changement ou de la réparation, ça va être pour l'ensemble. Ça va être pour environ 600, 800 euros par pièce, donc par caisson. Donc si on a 3 dans l'appartement, 3 x 8 24, 2400 euros de fourniture pour changer tout ça. Voilà. C'est pour donner un prix, hein. Je vous donnerai les prix exacts après. Voilà, ça c'est le premier choix qui m'a fait mettre un caisson intérieur par caisson extérieur, un caisson extérieur par caisson intérieur. Le deuxième choix, c'est que, et ça on vous le dit moins, c'est qu'en fait le compresseur qui est à l'intérieur, il va être dimensionné différemment. C'est-à-dire qu'un compresseur, c'est un moteur avec un piston qui tourne et qui comprime. Voilà, jusque-là tout va bien. Sauf que pour 3 clims, il va être beaucoup plus gros que pour une clim. Voilà. Mais si vous décidez que vous chauffez ou vous refroidissez que votre pièce principale, parce que vous n'êtes pas frileux et que du coup vous n'allumez pas votre chauffage ou votre clim dans votre chambre, ou que vous avez 3 chambres et que vous en utilisez qu'une, et que les 2 autres, elles sont là, vous n'avez pas besoin de les chauffer parce que la température ambiante qui découle des autres pièces voilà, ne fait pas geler à l'intérieur, et ben, vous allez en utiliser qu'une. Et du coup, vous allez avoir une pompe à l'extérieur de forte puissance pour alimenter qu'un caisson à l'intérieur. Donc déjà, ça va consommer plus puisque votre moteur il va être surdimensionné. Et la deuxième partie, c'est qu'en fait, votre pompe, elle va tourner en alternance, puisqu'en fait, elle est faite pour tourner en continu en alimentant les 3 caissons intérieurs. Mais si vous en alimentez que un, elle va tourner de manière discontinue. C'est-à-dire qu'elle va avoir une phase où elle va marcher. Quand ça va retomber, elle va s'arrêter. Elle va se remettre en route. Elle va se réarrêter. Et c'est là qu'en fait, la durée de vie de la pompe va être entamée. Puisqu'en fait, ces pompes, elles sont faites pour tourner tout le temps, pour tourner à un rythme constant à l'utilisation. Du coup, le fait de faire des arrêts, des démarrages, des arrêts, c'est un peu comme une voiture. Si elle a 200 000 km en faisant la voiture de la poste, elle a 200 000 km en faisant des arrêts, démarrage arrêté, ben, elle sera beaucoup plus usée que la voiture qui a fait 200 000 km sur autoroute. Et ben, la pompe à chaleur, c'est exactement pareil. Et voilà pourquoi j'ai choisi, il y a certainement des gens qui vont me critiquer, mais j'ai choisi de mettre un caisson à l'extérieur par caisson intérieur. Et vu que le prix est le même, à 3 bananes près, ben, l'investissement il est le même. Voilà. Sauf que s'il y en a un qui tombe en rade, ben, je viens, je le change. Et puis, s'il y en a un qui tombe en rade, alors que le caisson est branché sur le caisson extérieur est branché sur 3 caissons intérieurs, et ben, je devrais changer le caisson extérieur qui vaut 3 fois le prix de l'autre, et pendant ce temps, le locataire n'a pas de chauffage. Voilà. Aujourd'hui, quasiment toutes ces marques ont des modèles de grande série. Ceux que je vous ai dit, là, ceux que je montre, donc, que ce soit Daikin, Samsung, toutes ces marques, ce que je vous ai énuméré avant, elles ont toutes des caissons de grande série. Donc, on va pas se mentir, c'est des caissons qui sont fabriqués en Asie, en grande quantité, et pour lesquels ils ont de très bons prix. C'est presque pas cher en fait. Vous avez d'autres matériels, dans toutes ces marques, ils ont d'autres matériels plus haut de gamme, c'est les mêmes caissons, mais plus destinés à l'entreprise, du tertiaire ou de la maison un peu plus cossue. C'est beaucoup plus cher, il y a plus certainement de réglages, de connexion, du Wi-Fi, des programmations à distance, voilà, des choses qui sont un peu plus évoluées, mais c'est beaucoup plus cher. Moi, j'ai fait le choix de prendre ces caissons de grande série là, qui sont fabriqués. Alors, certains chauffagistes professionnels diront que c'est de la merde, certainement. Certainement, j'en ai qui tournent quand même depuis plus de 2 ans, mes premiers appartements. J'ai eu aucun problème avec. Voilà, j'estime que j'ai un bon retour sur mon investissement et que le locataire a la valeur, reçoit une valeur pour laquelle il paye et je pense que c'est plutôt confortable pour lui. Alors voilà, donc ils produisent tous ces modules d'entrée de gamme, on va dire, en 2,5 et 3,5 kW. Donc le 2,5 kW est adapté, on va dire, à une pièce de 20-25 mètres carrés. Et là où le 3,5 va être plus adapté à quelque chose comme 35-40 mètres carrés. Donc dans les pièces à vivre, par exemple, j'ai mis des 3,5. Et les appartements qui ont des chambres un peu éloignées, je vais mettre dans chaque chambre un 2,5. Parce que la surface, le caisson couvre largement la surface. Et le temps que l'air arrive, bon, il faut ouvrir les portes de son appartement, mais le temps que l'air arrive dans les chambres, si les chambres sont loin de la pièce à vivre, par des couloirs et tout, ça peut être un peu incommodant pour les locataires. Donc du coup, selon la configuration de l'appartement, j'ai choisi de mettre un caisson ou l'autre caisson. Alors voilà, grand principe de montage. Donc votre caisson intérieur, vous avez une platine pour fixer votre module. Vous avez un câble électrique qui va rejoindre le module extérieur, sachant que c'est le module extérieur qui va être alimenté électroniquement, donc il faut prévoir
une ligne électrique entre votre tableau et votre module extérieur. Vous avez 2 liaisons frigorifiques. Alors ça, c'est pareil. Vous pouvez les acheter toutes faites à des dimensions connues à l'avance. Donc vous achetez une de 6 mètres, vous achetez une de 3 mètres. Ou alors vous avez la liaison cuivre sur laquelle vous allez faire du jonc, ça s'appelle. Vous allez, à l'aide d'un outil, écarter votre tuyau pour faire un cône. Et c'est ce cône qui va créer l'étanchéité entre votre module intérieur et votre module extérieur. Donc c'est la liaison frigorifique entre votre module intérieur et votre module extérieur. Il va se faire par ces 2 tuyaux-là. Et vous avez un 3e tuyau qui, lui, est là pour évacuer les condensats, donc toute l'eau qui est présente dans votre air. Quand elle va arriver sur le radiateur, par exemple de refroidissement quand vous utilisez en clim, votre air chaud va taper sur ce radiateur et va se refroidir et être relancé dans la pièce. Sauf que quand cet air chaud qui est chargé d'humidité va arriver sur votre radiateur froid, ça va être comme quand vous soufflez sur votre fenêtre simple vitrage l'hiver, vous savez, ça crée une grosse vapeur et ça coule. Donc c'est l'air humide ambiant qui vient sur une surface froide, ça crée de la condensation qui coule. Et du coup, cette condensation, il faut qu'elle soit évacuée quelque part. Donc c'est grâce à ce tuyau-là qui doit être toujours en pente. C'est-à-dire qu'il ne faut pas créer un espèce de siphon avec. Il faut vraiment que quand votre caisson est en place, ça crée une pente, douce ou pas, qui aille jusqu'à un point pour évacuer cette eau. C'est très important parce que sinon votre clim elle coule à l'intérieur. Voilà. Donc je résume, entre votre caisson extérieure et votre caisson intérieure, vous avez un câble, vous avez 2 tuyaux de conduit de clim et vous avez, celui-là n'est pas obligé d'aller jusqu'au module extérieur, mais il doit être évacué soit à l'extérieur, rejeté à l'extérieur, soit rejeté dans un égout. Voilà. Voilà, sur votre module extérieur, on voit exactement la même chose ici. Donc vous avez les 2 tuyaux de gaz de l'intérieur qui arrivent, donc les 2 tuyaux de la liaison frigorifique. Vous avez l'alimentation électrique qui vient du tableau. Vous avez le câble électrique en 5 x 1,5 qui vient du module intérieur. Et vous avez aussi une évacuation d'eau des condensats qui vient sous le caisson. Donc ça coule en dessous et vous la redirigez. Donc là, elle est redirigée sur un toit provisoirement. Et donc tous les rejets d'eau de condensation vont couler dans la gouttière de ce petit toit. Alors, en France, comme on aime bien interdire des choses et faire évoluer ou engraisser certaines entreprises, on a interdit aux particuliers ou aux entreprises qui ne sont pas habilitées de mettre en service ces climatisations. Et du même coup, on a interdit aux particuliers ou aux entreprises n'ayant pas de certificat de capacité d'acheter ces systèmes de chauffage et de climatisation. Pourquoi? Pour que vous fassiez appel à un professionnel qui va vous demander très cher, pour lequel vous aurez un crédit d'impôt fourni par l'État, qui va changer au bout de 5 ans, qui va... Toujours le même système, quoi. Il faut consommer pour dépenser beaucoup, pour vous en refiler une partie, pour vous ne plus la refiler après, pour vous la refiler derrière, et toute cette machination, toute cette fils de puterie, comme j'aime bien l'appeler. Voilà, tout ça pour dire qu'en fait, si vous arrivez à les acheter en France, c'est que quelqu'un prend des risques pour vous. Donc on va dire, moi je suis à l'étranger. Je vous mettrai en lien où les acheter. Moi je les achète en Italie. Ça peut être livré en France. Tout avec les kits, avec les liaisons frigorifiques. Voilà, et vous avez le droit de les mettre vous-même, de les installer vous-même, de faire les liaisons vous-même, mais vous n'avez pas le droit de les mettre en service. C'est-à-dire que sur la pompe à chaleur à l'extérieur, vous avez une Van Schrader, ça s'appelle. C'est la petite vis qui libère le gaz. Donc les clims, elles sont préchargées en gaz R32. Donc, pour finir l'histoire, c'est qu'en fait, à une certaine époque, on utilisait des gaz qui étaient très très polluants pour l'atmosphère. Et que quand on trouvait ça en libre service, il y a beaucoup de gens qui le faisaient mal. Et donc du coup, ces gaz se retrouvaient partis dans l'atmosphère. Et c'est des gaz à effet de serre qui étaient très, très mauvais pour l'environnement. Aujourd'hui, on a changé la plupart de ces gaz et ils sont déjà beaucoup moins polluants. Mais on a quand même continué à interdire la vente aux particuliers et aux professionnels non agréés. D'une, pour vendre de la formation, déjà. C'est que en fait, quand quelqu'un doit se former, il doit être formé par un organisme, cet organisme dépend de l'État, ou dépend d'un autre organisme qui lui donne l'accréditation de le faire, et ainsi de suite. Donc déjà, pour vendre de la formation et de l'accréditation, et pour faire toujours pareil, de la charge sociale et de la TVA qui rapporte à l'État. Alors, je vous fais cette petite vidéo parce que moi, j'ai eu du mal à trouver les infos. C'est assez... Comment dire? C'est assez dans le secret, tout ça. Alors, je sais pas pourquoi. Il y a peu de tutos. On en trouve, hein, je ne vais pas dire que je suis le seul. Hein, il y a peu de tutos. Moi, j'ai galéré à savoir quoi acheter, comment acheter pour pouvoir les faire moi-même, en fait. Et je vais vous expliquer tout ça. Moi, je préconise aussi d'acheter le kit complet chez le même fournisseur. Après, je vais vous le mettre en description, j'ai pas de
de billes chez eux, je reçois pas d'argent de chez eux. Mais si vous achetez un truc, achetez un kit complet. Eux vendent des kits complets, c'est-à-dire vous avez le module intérieur, le module extérieur qui va avec, vous avez le câble de liaison entre les deux, vous avez les deux tuyaux, vous avez le tuyau de condensat, et en fait vous avez votre support également pour fixer votre module à l'extérieur. Et en fait, tout va coller. C'est-à-dire que ben, vous ne vous trompez pas dans les diamètres des tuyaux, puisque selon les dimensions, vous allez avoir des dimensions différentes, du 1 quart, du 3/8, voilà, sur les liaisons frigorifiques. Donc déjà, vous n'allez pas vous planter. Et de deux, que vous l'achetez séparément ou pas, ben, les frais de port, à un moment donné, ben, quand vous achetez tout au même endroit, ben, voilà, vous n'êtes pas à 10 balles près, mais les frais de port, ben, quand tout rassembler, ce sera moins cher. Voilà. Voilà, donc pour faire votre liaison frigorifique, vous avez un petit tuyau, un grand tuyau, avec des bouchons dessus. Si je l'ouvre, ils sont sous vide, donc si je l'ouvre, ça va faire donc je ne vais pas les ouvrir. Mais en gros, vous avez les deux tuyaux qui arrivent là, qui sont connectés, qui doivent être connectés à ça et à ça. Vous ne pouvez pas vous tromper, parce que le diamètre du petit correspond au petit, le diamètre du grand correspond au grand, et pareil sur la pompe extérieure. Donc vraiment, vous enlevez les capuchons, vérifiez bien que c'est propre, mais c'est propre vu qu'il y a des bouchons dessus. Vérifiez bien que c'est propre, qu'il n'y ait pas de bavure. Vous le connectez ensemble, vous le serrez fort mais modérément. C'est-à-dire que, allez pas le péter le raccord, mais il faut que ce soit serré bien fort. Donc pour le serrer, vous devez prendre une clé d'un côté, une clé de l'autre côté. Allez pas serrer la partie pivotante de l'autre côté directement sans mettre une contre-clé ici, parce que sinon vous allez vriller le tuyau, vous allez tout péter. Donc vraiment, on met une clé ici, on met une contre-clé ici, on serre les deux ensemble et on attend. Voilà, votre tuyau de condensat. Alors il faut bien le passer. Le tuyau là, il va être connecté à ce tuyau là. Donc là, on est un peu en dessous, là, mais on sait bien que le caisson il va être de ce côté-là, quoi. Il faut absolument... Alors, il n'est pas étanche, mais il faut absolument que celui-là rentre dans celui-là, et pas l'inverse. Donc, c'est bien papa dans maman. Parce que si on fait maman dans papa, eh ben, ça va couler à l'extérieur. C'est assez logique, hein, c'est assez logique, mais je le répète, parce que si vous le faites dans l'autre sens, vous allez avoir de la flotte qui coule le long de votre caisson, et puis c'est pas le truc voulu. Donc voilà, et surtout ne pas faire de bosse quelque part dans votre mur qui va créer une espèce de siphon, parce que sinon ça va stagner ici. D'une, ça va créer de la moisissure, et de deux, si vous n'avez pas suffisamment de débit d'eau et que ça remonte jusque là, eh ben, ça va couler le long de votre mur, le long du mur de votre caisson intérieur. Et ça, c'est pas le but. Et pour la liaison électrique, donc ouais, comme je disais, vous avez ce câble-là qui fait la liaison entre l'intérieur et l'extérieur. Là, je ne vais pas vous l'ouvrir, mais bon, c'est instinctif, hein. Vous avez 4 lettres, il y en a, ils ont 4. Il y en a qui ont 4 broches, il y en a qui ont 5 broches. Donc j'ai une Haier chez moi de la marque, donc, du coup, de la marque Haier qui a 4 broches, et sur les Samsung, il y a 5 broches. Donc il y a une terre et il y a 4 couleurs. Mais il faut bien vérifier que les lettres ou les chiffres ou les indications que vous avez avec le caisson intérieur correspondent à la couleur sur le caisson extérieur. Donc si vous avez mis le noir sur le S du caisson intérieur, il faut bien que le noir soit sur le S du caisson extérieur. Voilà. Il y a juste à respecter, c'est hyper simple. Voilà, il faut juste le faire exactement de la même manière. À l'extérieur, vous avez exactement le même principe. Vous avez les deux tuyaux de taille différente qui vont aller sur les connecteurs, vous ne pouvez pas vous tromper, votre câble de liaison avec le module intérieur et votre câble d'alimentation qui va jusqu'au tableau. Et je vais le démonter. Pour faire cette mise en service, il va vous falloir quand même un peu de matos. On va dire de manière globale, vous avez pour 200 € de matériel. Moi j'en ai monté 15, donc moi le matos 200 € pour 15 clims, ça fait... ouais, et encore il n'est pas cassé, donc quand j'en aurais fait 20, ça m'aurait coûté 10 € par clim, quoi, en gros. Donc il faut investir un peu, mais ça vaut le coup. Et on n'a pas besoin d'investir dans des matériaux faux, quoi. Voilà, il vous faut un minimum une pompe à vide. Donc cette pompe à vide là, c'est une pompe à vide Vevor. Elle coûte 100 balles, je vais vous mettre le lien sur Amazon. Il vous faut un kit de mano, qui est pareil, ça coûte pas très cher, je ne sais plus exactement le prix. Il vous faudra un gaz. Alors, il vous faudra un gaz. Je vais y revenir dessus juste après. Il vous faudra un connecteur pour le shredder. Là. Donc shredder, c'est le méchant dans les Tortues Ninja, hein. Mais ça c'est le connecteur indispensable. Donc là, c'est des clims qui fonctionnent en R32, donc c'est un shredder pour cette truc-là. Donc on visse ça sur le shredder à l'extérieur. On a cette molette qui va actionner ou désactionner en fait la liaison avec ce tube-là dans lequel on va injecter le gaz. Alors c'est un gaz, pareil, je vais y revenir, dans lequel on va injecter le gaz qui n'est pas le gaz frigorigène, hein, je le répète. Et on va avoir besoin d'un produit pour détecter les fuites. Donc en gros, c'est un produit, c'est de l'eau savonneuse, quoi. C'est en gros, quand il y a une fuite de gaz, vous mettez ça dessus, ça fait des bulles, et vous savez si votre circuit est étanche. Voilà, donc moi j'utilise ça, ce gaz, enfin ce truc-là, vous pouvez prendre un spritz avec de l'eau et du savon. Ça marche aussi, mais ça marche très bien, quoi. Parce que là, si vous avez le moindre truc, ça fait des bulles dans tous les sens, quoi. Alors que l'eau et le savon,
Je dis pas que ça fait pas de bulles, mais ça marche, voilà, ça coûte 15 balles et ça fait le taf et en fait vous êtes sûr. Voilà. Alors il y a deux manières. Alors il y a peut-être des professionnels du secteur qui vont nous hurler. Il y a deux manières de détecter une fuite. Donc là je parle des fuites. Vous mettez, donc là vous branchez, vous revenez là sur ce que j'ai dit avant, vous branchez vos tuyaux de liaison frigorifique à l'intérieur, à l'extérieur, et vous allez injecter un gaz qui est un gaz qui va mettre en pression ces circuits pour vérifier qu'ils sont étanches. Ensuite, ce circuit-là, on va le tirer à vide, donc avec une pression proche de 0, inférieure à 0. Je ne sais plus exactement, on ne peut pas atteindre une limite, enfin bref. Donc on va remettre une pression négative dans ce circuit, on referme tout le circuit, et ensuite on ouvre la vanne de précharge du gaz sur le shredder, qui va libérer le gaz dans le circuit dont on a vérifié. Voilà, il y en a qui m'appelle. Tu dégages. Voilà. Donc, pour vérifier l'étanchéité de ce circuit, j'ai dit qu'on injectait du gaz. Alors, il faut un gaz neutre. Mais en fait, peu importe le gaz neutre. La liaison frigorifique ne supporte pas l'eau. Parce que vous allez, quand vous allez créer du froid, ça va geler dedans. Si ça gèle dedans, votre tuyau sera gelé. Ça va geler les particules d'eau à l'intérieur. Et ces particules d'eau, elles vont créer des bouchons. Et du coup, votre climat ne marchera plus, tout simplement. Donc, il ne peut pas y avoir d'air dedans. Et il ne peut pas y avoir d'air parce qu'il y a de l'eau dans l'air. Il y a de l'humidité dans l'air. Et donc, on utilise ce gaz pour totalement purger et nettoyer en air, en humidité, ce conduit. Donc il faut absolument utiliser un gaz qui est un gaz pur et propre. Les professionnels du secteur utilisent un azote, en tout cas ils utilisent tous de l'azote déjà, et de l'azote dans lequel on rajoute un additif. Et cet additif permet d'être détecté avec un appareil. Je ne connais plus tout le nom de machin, de toute façon je ne l'ai pas acheté. Qui détecte les fuites. Donc en gros, vous injectez, les professionnels qui utilisent ce gaz-là, ils injectent cet azote-là et à la jonction de vissage des dudgeons, donc de la liaison frigorifique, ils ont un appareil de détection qui détecte le gaz, l'additif qu'il y a dans l'azote pour savoir s'il y a une microfuite ou pas. Moi, j'ai pas fait comme ça. Il y a beaucoup d'autres personnes qui font comme moi. C'est qu'en fait, ils injectent un gaz, le tuyau est sous pression et on met ce détecte fuite par-dessus et on va voir si le gaz sort ou pas. Donc s'il y a une fuite, on va voir des petites bulles. S'il n'y a pas de fuite, on ne verra pas de petites bulles. Alors c'est moins précis, moins professionnel que les autres, mais ça marche. Voilà. Donc, il y a je ne sais pas si la norme impose de faire comme ci ou comme ça. Je dis, je ne suis pas en France, je fais un peu ce que je veux. Donc voilà. Alors moi, je viens du milieu industriel, je suis plus dans la fabrication métallique. Et en fait, on a le même sort de gaz qui sont des gaz neutres, mais qui ne sont pas de l'azote, qui sont des gaz de soudure à l'argon. Et c'est pour ça que moi, j'utilise de l'argon, parce que ça marche aussi. C'est comme l'azote, sauf que c'est plus cher. C'est plus cher, mais en fait, j'ai déjà les bouteilles et j'ai déjà le gaz. Donc si je devais tout racheter, ce serait encore plus cher pour moi de tout racheter, alors que j'ai déjà du gaz propre que j'utilise pour la protection soudure. Donc du coup, je ne vais pas racheter de l'azote parce que j'ai de l'argon, en fait. Sachez que ce qu'on fait là, pour moi, c'est essentiel pour mettre une clim ou un système de chauffage en route de manière bien, correcte. Mais en fait, c'est pas ce qui va. C'est pour être sûr de le faire bien, en fait. Si vous ne le faites pas, quelque part, on s'en fout, mais vous n'êtes pas sûr, en fait. Et la deuxième chose, c'est nettoyer le circuit. Donc en fait, ces gaz-là, ils sont propres, ils ont aucune humidité. Et du coup, quand vous allez charger votre conduit climatique avec ça, tout ce qui peut rester en air ou en particules humides va se diluer avec ce gaz. Et quand vous allez le repurger, ça va repartir avec. Donc ça va laver le circuit. Du coup, moi, je fais 2 lavages avec ça. Je mets en pression, je ressors, je mets en pression, je ressors. Quand j'ai mis en pression, je vérifie mon étanchéité avec mon détecte fuite. S'il y a une fuite, je recommence. S'il n'y a pas de fuite, enfin je répare ma fuite, je recommence. S'il n'y a pas de fuite, je ferme.
Je mets ma pompe de mise sous vide en route. Je la laisse tourner une demi-heure, une heure pour être sûr d'être complètement à vide. Après, au bout de 30 secondes, c'est à vide. Hein, mais, on laisse tourner un certain temps pour que ce soit bien vide. On ferme, on éteint, on garde le mano, on regarde si la pression reste pour détecter une éventuelle micro-fuite. Donc vous laissez le mano il va vous indiquer. Quand vous allez faire votre dépression, en fait, votre aiguille elle va aller ici sur moins 30 millibars. Et du coup, vous savez que vous êtes à vide. Vous éteignez et vous laissez une heure. Et en fait, vous allez voir ici si votre pression elle reste ou si elle remonte. Si elle remonte, ça veut dire que vous allez avoir une micro-fuite. Et du coup, cette micro-fuite, il faudra la gérer avant de mettre votre circuit. Parce que si vous mettez votre circuit en route, il va marcher un certain temps, mais au bout d'un certain temps, la micro-fuite elle va agir et le gaz, donc le R32, le gaz frigorifique, il va s'échapper et votre clim ne marchera plus. Du coup, c'est très important quand même de vérifier que votre circuit soit bien étanche. Allez, je récapitule encore une fois. Vous avez votre double mano, donc c'est une boîte de 3 voies. Sur le jaune que vous avez au milieu, vous mettez votre raccord Schreiber que vous allez visser sur votre module extérieur. Pour le mettre en connexion avec l'intérieur de votre appareil, vous allez le visser comme ça et le dévisser pour le déconnecter. Donc vous mettez en place, vous vissez, vous injectez avec le rouge à l'aide de ce mano-là la pression. Vous avez un détendeur sur votre bouteille. Ah oui, les bouteilles, non, je vous dirai après. Vous vérifiez, vous mettez en pression, vous vérifiez qu'il n'y ait pas de fuite. Vous fermez le rouge, le bleu sur la pompe à vide. Vous ouvrez, vous mettez en route votre pompe. Vous tirez à vide jusqu'à moins 30 millibars. Vous éteignez votre pompe. Vous laissez environ une heure pour vérifier que votre pression ne remonte pas. Si elle ne remonte pas, vous êtes étanche. Du coup, vous dévissez ici. Donc vous allez vous déconnecter de votre appareil via la vanne Schreiber. Vous enlevez votre connexion Schreiber et à partir de là, vous pouvez, c'est interdit en France, encore une fois, mais vous pouvez ouvrir votre gaz, votre précharge de gaz qui est dans votre appareil extérieur, ouvrir la vis qui va injecter, qui va faire la liaison entre vos modules extérieurs et votre module intérieur via les tuyaux que vous avez. Voilà, donc là, je vous enlève le capot pour bien que vous voyez. Donc, vous avez vos deux liaisons frigorifiques qui sont liées à l'intérieur par ces tuyaux. Ici, c'est fermé, vous n'allez pas voir. C'est qu'en fait, quand vous dévissez ces trucs, c'est que des bouchons. Ça vous donne accès à une vanne. Donc ça, c'est la vanne Schreiber dont je vous parlais. Ici, vous enlevez ces deux bouchons, vous avez à une clé Allen accès pour ouvrir cette vanne. Donc le module extérieur qui est là, il est préchargé en gaz. Donc quand votre circuit là est tiré à vide, il faudra enlever les deux bouchons, ouvrir le gaz ici, refermer les bouchons et votre mise en service est faite. Votre raccord Schreiber, il se met ici. Je sais pas si on voit bien, je suis un peu dans une mauvaise position. Vous enlevez le bouchon, vous le vissez ici. Ici, vous vissez la molette et vous êtes en connexion avec l'intérieur pour pouvoir injecter votre gaz pour vérifier votre étanchéité, faire votre dépression pour laver votre circuit et le tirer à vide. Ensuite, vous enlevez votre connexion et vous pouvez ouvrir ici les deux vannes de gaz pour mettre votre circuit en pression avec le gaz qui est compris dedans en R32. Alors voilà, tout ce que j'ai fait, je vous incite pas à le faire, hein. Je vous explique simplement comment ça marche. Ensuite, vous faites ce que vous voulez, vous êtes des grands garçons ou des grandes filles, je sais pas. Au niveau de l'azote, donc moi je vous ai dit que j'utilise de l'argon. Vous pouvez utiliser des gaz de soudure classiques que vous trouvez dans les bricots, ça marche aussi, ça existe sous format de petites bouteilles. Vous trouvez également des petites bouteilles pour faire vos tests d'étanchéité, des petites bouteilles génériques qui sont faites pour. Je ne sais pas exactement combien ça coûte, ça dépend des magasins là où vous achetez. En tout cas, sur internet, vous trouvez à peu près tout ce qu'il faut. C'est sûr que vous n'allez pas acheter une grande bouteille consignée comme j'ai là, moi, pour l'argon, mais vous avez des petites bouteilles qui font tout à fait le job et qui pour 100 balles ou 50 balles, ou je ne sais même pas combien ça coûte, ou 30 balles, et vous permettra de faire vos 10 clims, de faire vos 5 clims que vous avez besoin. Et sachant qu'une mise en service, une pause et mise en service en France, quand on fait un devis, c'est environ 1000 euros, plus le matos, et on vous convaincra toujours d'acheter un matos plus cher, comme je l'ai expliqué au début de la vidéo. Moi, je suis persuadé que ce que j'ai monté, c'est très bien et que ça va tenir une paire d'années, et que si dans 10 ans je dois changer une, je la changerai, et puis voilà. Je vous mets le lien de là où je les ai achetés. Comme je dis, j'ai pas de lien avec eux. Une clim complète en 3,5, donc les grosses pour 30-40 mètres carrés, avec ses connexions de 6 mètres, donc le support extérieur, les deux connexions de liaison frigorifique, le tube de condensat et le câble. Vous arrivez autour des 800 euros.
Voilà. Après, vous avez des frais de port selon où vous habitez, voilà, parce que c'est quand même un peu volumineux. Le module intérieur, le module extérieur, bien sûr. Je vous mets le lien pour ça, je vous mets le trait lien pour la pompe, pour les manos. Voilà, après, c'est que des choses que vous tapez, que vous trouvez sur Amazon, sur Internet. Moi, j'ai une pompe Vevor à 100 euros, vous le tapez, vous la trouvez sur Amazon. Je l'ai cherché encore aujourd'hui, je l'ai trouvé, c'est là, il y a 2 ans maintenant. Ça fait le job, hein. Vous allez vous en servir 4-5 fois. Au pire, après, vous la revendez. Tout votre kit, là, tous vos 150-200 euros d'investissement, ça se revend ou même vous le gardez. Enfin, moi, je pense que je vais en faire encore une paire dans ma vie. Donc, je le fais pas tous les jours, mais je vais en faire encore une paire. Donc, à la limite, voilà, je vais le garder. Moi, je considère ça comme une partie de l'investissement. Et puis, de toute façon, on gagne tellement d'argent à faire quelques trucs soi-même que même si on ne peut pas le défiscaliser, c'est quand même intéressant. Sachant que j'ai aussi une entreprise. Donc, je peux aussi facturer à la SCI qui possède les bâtiments mon travail personnel et en récupérer une partie des fruits et puis pouvoir défiscaliser le coût de ses travaux, même s'ils sont moindres. Voilà. De toute façon, c'est une des clés pour être rentable dans ses investissements. Donc, on va dire que pour cet appartement qui fait environ 75 mètres carrés, ouais, 75 mètres carrés, ouais, 70, 75, je ne sais pas mesurer exactement. Donc j'ai mis un sèche-cheveux classique dans la salle de bain qui fait 4 mètres carrés. Il n'y a pas besoin, c'est pas justifié de mettre un gros appareil comme ça. Dans la pièce à vivre, j'ai mis une clim 3,5 kW. Et dans les 2 chambres, j'ai mis 2 clims réversibles de 2,5 kW. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Si vous a plu, partagez, vous commentez. Si vous êtes un rageux de monteur de clim et que je vous nique votre business, vous pouvez le partager aussi, ça ne me dérange pas. Et mettez des petits j'aime et puis des petits machins, pouces bleus, machin, partage. Montrez à Popol et à Monique comment on fait. Et si j'arrive à vous faire gagner un peu de temps que j'ai perdu à comprendre moi comment ça marche il y a 2 ans, et ben c'est génial. Je vous dis à plus.